L'œuvre de Magritte qu'on a réunie ici au musée Magritte, c'est un peu son but, c'est d'émerveiller le visiteur et de l'inviter à recoloniser le réel sous une forme qui soit une forme poétique, une forme où le jour et la nuit peuvent se marier l'un avec l'autre de manière tout à fait libre. Ici, c'est un musée monographique qui est né au fil du temps. D'une part, des acquisitions que le musée a réalisées auprès de Magritte lui-même, comme l'Empire des Lumières, et très rapidement, grâce au travail de mon prédécesseur Philippe Robert Jones, il y a eu une salle Magritte dans le musée d'art moderne, dans laquelle sont se glissées au Simèze une série d'œuvres qui ont été le noyau d'une collection qui n'a cessé de s'étoffer, jusqu'à pouvoir devenir aujourd'hui un musée Magritte au plein cœur de Bruxelles. La rencontre entre Magritte et le groupe était presque naturelle, puisque en fait, dès 1998, le groupe déjà avait été partenaire de la plus grande rétrospective de Magritte dans le monde, ici même au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Et donc, comme un écho, la création du musée est venue s'inscrire finalement dans ce voisinage, cette rencontre entre Magritte et le groupe. Alors, les difficultés pour réaliser un tel musée sont finalement assez nombreuses et même plus nombreuses que l'on pensait. Avec le musée, on travaille avec des conservateurs, des hommes spécialistes de l'art, si vous voulez, qui ont tendance à demander beaucoup de choses et sûrement à juste titre, mais la valeur de leurs demandes, ils ne la connaissent pas vraiment. Et c'est finalement en étudiant les différents paramètres du projet qui étaient soumis que les équipes de ce qui devenait GDF Suez se sont rendues compte qu'il y avait quasiment rien à l'intérieur de ce musée que les équipes ne pouvaient pas réaliser sous la forme d'un mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, ce sont les entreprises du groupe qui ont fourni des prestations pour livrer le musée Magritte tel qu'il se présente aujourd'hui. Il y a dû y avoir une magie quelque part parce qu'on a su, avec la direction des musées, avec les conservateurs, avec l'architecte scénographe, on est réellement arrivé à développer un esprit de partenariat, de recherche de solutions pour arriver dans l'objectif. Parce qu'il est évident que lorsqu'on entreprend un tel mécénat, à l'arrivée, on ne peut pas être médiocre. Il faut que ça soit une prestation de qualité à la hauteur du groupe GDF Suez. Le problème de ce bâtiment, c'est un bâtiment classé. On n'a donc pas la possibilité de mettre en œuvre des technologies récentes et on doit donc se contenter des locaux techniques existants, avec une installation qui remonte à une vingtaine d'années, pour ne pas dire plus. À partir de là, la seule solution que nous avions, c'était d'essayer de trouver des solutions positionnées au niveau des plateaux en eux-mêmes, au niveau des salles en elles-mêmes. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait installer dans la salle des ventiloconvecteurs, adapter l'éclairage, etc. Ce qui fait qu'on a créé une zone technique dans chaque salle. Et la zone technique en question, c'est ce qu'on a appelé la double peau. Alors, cette double peau, c'est finalement replacer une façade intérieure à environ 60 cm de la façade extérieure existante et dans laquelle on fait passer, donc dans cet espace, ce volume qu'on a créé, on fait passer toutes les canalisations, les tuyauteries éventuellement qu'on a remplacées, tout ce qui est PC de contrôle de la partie médiatique, mais aussi les ventiloconvecteurs qui vont permettre donc de gérer la partie température dans les salles. Alors que ce musée consomme beaucoup plus d'électricité que ce qui était le cas dans sa précédente exploitation, on a une économie notamment dans les vitrines d'environ 60% parce qu'on a utilisé une nouvelle génération de LED. Et donc là, il y a tout un travail qui a été réalisé par les équipes de Fabricom. Axima a réalisé tout le système de climatisation, c'est extrêmement important pour la conservation des œuvres d'art. On n'a pas de problème de chauffage, on a surtout un problème de refroidissement des locaux et de contrôle de l'humidité que les visiteurs vont apporter. Le second défi, c'était l'accueil du visiteur et la mise en valeur des œuvres au moyen de la lumière. En accord avec l'architecte scénographe, on a souhaité uniquement éclairer l'œuvre en elle-même, donc le regard du visiteur ne peut être attiré que par les points lumineux qui sont donc les œuvres. D'un point de vue énergétique, on a couvert toutes les vitres d'un film réfléchissant qui rejette les infrarouges vers l'extérieur. Donc premier élément qui bien sûr a son impact sur la partie consommation. Point de vue éclairage par exemple, rien que pour ce poste-là, la solution envisagée a permis de réduire à 1/5 la puissance effectivement utilisée pour l'éclairage. Ensuite, on a installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture pour illuminer la maquette et également mettre à disposition une source électrique dans la zone des enfants. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un sentiment fort parce que
Par rapport à un don financier, ce sont nos sociétés, des sociétés du groupe qui sont intervenues, mais également les hommes, les femmes qui composent ces sociétés. Et je pense que chacun, chacune a une immense fierté à l'arrivée, parce que probablement c'est une opération réussie, c'était difficile, mais à l'arrivée on a un beau produit. Je suis un directeur heureux parce qu'à la fois on a créé un musée qui apporte quelque chose de nouveau dans le débat sur qu'est-ce qu'un musée au XXIe siècle. Et il y a encore beaucoup de choses que nous allons pouvoir réaliser toujours dans le cadre du partenariat GDF-Suez pour aller de l'avant. Et puis en même temps c'est un musée qui fonctionne bien, qui a eu un accueil très positif du public. Et donc j'en suis intimement ravi. Et se retrouver dans la belle captive est aussi je dirais une belle finalité par rapport à un musée Magritte, être entré à l'intérieur du tableau.